Moi, c'est Julien. Je suis militant France Insoumise et à cause de mes petits camarades là dont j'arrive pas à me séparer, en fait, je fais de l'éduc-pop depuis quelques années. Et ouais, on dit éduc-pop, nous, on s'embête pas à dire éducation populaire, chacun ses acronymes. En fait, aujourd'hui, on a invité avec les copains et les copines que je laisserai se présenter. On a invité Alexia Morvan, qui a fait une thèse en éducation populaire, une thèse sur l'histoire de l'éducation populaire politique et sur l'action recherche en Bretagne. On a la thèse d'Alexia qui est sur la table là. Et alors il se trouve que... Mais Julien, elle n'est pas là, Alexia, qu'est-ce que tu racontes? Non, elle n'est pas là, Alexia, elle n'a pas pu venir. Mais du coup, on fait quoi? On annule l'amphi, là? On annule la conférence? On fait quoi? En fait, bon, on est quand même bien embêté parce que vous savez, c'est un amphi théorique où on dit des choses sérieuses. Du coup, on avait invité une caution un peu légitime pour parler du truc, quelqu'un qui a une thèse de doctorat sur le sujet et qui vous en aurait mis plein la vue pendant 1h30. Bon là, il va falloir qu'on meuble. Donc en fait, on va vous demander votre aide. C'est-à-dire qu'on pense quand même qu'on peut faire émerger à partir de notre expérience à nous et puis de votre expérience de l'éducation populaire. Je ne sais pas ce qu'elle est, mais je pense qu'on peut construire quelque chose ensemble et en fait c'est à ça qu'on va vous inviter aujourd'hui. Voilà. Un amphi pour discuter de plusieurs choses. Donc si possible, on va revenir sur un peu l'histoire de l'éducation populaire, sur ses formes militantes, sur ce que ça implique dans des vies de militants en particulier, sur les pratiques militantes. Et puis on essaiera de se poser aussi la question de c'est quoi le rapport avec la construction d'un mouvement citoyen. Est-ce que l'éducation populaire telle qu'on va la discuter ensemble, elle nous permet de penser l'élaboration d'un mouvement citoyen sous des formes nouvelles auxquelles on n'a pas encore accès, quoi. Donc c'est nous qui allons faire la conférence, là, si je comprends bien. On va essayer. D'accord. Alors on a un plan, on a une liste des trucs qu'il ne faut pas qu'on oublie de dire. Mais du coup, j'ai une question. Jean-Luc Mélenchon, il a annulé aussi. On va faire sa conf aussi ou pas? Je sais pas, enfin... On va voir comment ça se passe et puis après on voit à la fin, enfin, on leur demandera si on remplace Jean-Luc. Okay. Donc pour finir sur la présentation, donc là je vais laisser la parole à Tiffaine et peut-être Julien aussi va venir. Et en fait nous on est tous des militants associés au pôle Militer sans Tract. Donc qui est le nom qu'on a trouvé pour associer les pratiques d'éducation populaire. C'est comment faire autrement quand on n'a pas de tract. Et on a tout un programme dont on vous reparlera, qui dure tous les amphis, avec de nombreuses conférences gesticulées. Et donc ça, il va falloir que vous épluchiez le programme pour trouver les conférences gesticulées. Voilà, je vous laisse continuer l'amphi. Du coup, quand même, par politesse, hein, on va vous présenter donc Benjamin Siret qui est là, Agathe Faure qui est là, donc Benjamin de Annecy, Agathe de Villeurbanne, Julien Auger, nouvellement punk à chien, et donc de nulle part, citoyen du monde. Hein, voilà. Lucie Rousselou qui est là-bas, qui nous fait une petite vidéo, mais aussi qui est là pour scruter les émotions et faire attention que tout va bien. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a une partie d'entre vous qui commence à faire la moue, à machin, elle va nous faire des petits signes et montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est un des premières leçons de l'éducation populaire, c'est on fait attention à ce qu'on appelle l'écologie du groupe. Quand il y a la moitié des gens qui sont en train de s'endormir sur leur chaise à 23h, c'est signe qu'il faut finir la réunion, par exemple. Voilà. Donc là, on va faire un petit exercice qui va d'abord être introspectif. Vous allez d'abord rester tout seul avec vous-même pendant 3 minutes pour vous poser la question, pour moi, l'éducation populaire, c'est 3 petits points. Et on va vous distribuer des post-it. Alors, sur chaque post-it, vous allez pouvoir écrire une idée, pas 2, une. Ok ? Sinon, après, le reste de l'exercice est complètement foiré. Donc, en fait, là, dans un premier temps, vous allez d'abord rester 3 minutes avec vous-même pour réfléchir à cette question de « Pour moi, l'éducation populaire, c'est… » Okay ? Pendant que vous commencez à réfléchir, on vous distribue les post-it et dans 3 minutes, on revient vers vous. Alors, l'idée n'est pas de remplir forcément tout de suite le post-it. Hein, c'est vraiment prendre ce temps pour vous-même parce qu'on s'est dit que pour faire du partage d'expérience sur l'éducation populaire, autant partir aussi des représentations et du vécu des gens qui étaient là. Et l'esprit de cet amphi,
de cette conférence, avec une forme un peu particulière, ça va vraiment être de se dire comment on fait se rencontrer l'expérience qui va sortir de cette discussion qui est d'abord individuelle mais qui va devenir ensuite collective, vous allez voir comment. Et l'expérience du pôle Milité Central dont vous avez là quelques animateurs. Juste pour info, les personnes qu'on a choisi de mettre ici, c'est pas qu'elles sont supérieures ou je sais pas quoi, hein. C'est juste que ce sont plusieurs animateurs et animatrices des autres ateliers, des amphis. On se dit que bah tiens, on les avait sous la main et on les prenait pour remplacer Alexia qui s'excuse quand même de ne pas avoir pu venir parce qu'on a ironisé, mais elle aurait quand même vraiment aimé être là et nous aussi on aurait aimé qu'elle soit là. On pense que c'est partie remise, bien entendu. Donc pour l'instant, vous réfléchissez à la question. Vous pourrez écrire dans un second temps. Dans un premier temps, vous réfléchissez. Pour moi, l'éducation populaire, c'est 3 petits points. Et alors, quand vous avez eu pas mal d'idées qui vous sont passées à travers la tête, vous prenez la personne avec qui vous avez fait connaissance tout à l'heure et vous échangez sur les idées que vous aviez envie de noter. Si vous avez bien échangé avec la personne avec qui vous avez fait connaissance, là l'idée ça va être de faire connaissance avec 2 nouvelles personnes et maintenant de vous mettre à 4. Et à 4, là par contre, vous allez rédiger des post-it. À 4, vous allez rédiger des post-it. Vous allez donc mettre en commun, si jamais vous avez plusieurs fois la même idée, vous la mettez sur un post-it. Si vous avez des idées différentes ou même contradictoires, vous les mettez sur des nouveaux post-it. Là, l'idée, ça va être donc de mettre en commun ce sur quoi vous êtes d'accord. Donc, vous mettez en commun les idées communes et les idées contradictoires, différentes ou autres, vous les mettez sur des nouveaux post-it. Hein, ce qui va permettre d'avoir une photographie plus... À partir du moment où vous avez commencé à avoir écrit vos post-it et à vous être mis d'accord, vous pouvez envoyer quelqu'un, les emmener, on va les afficher ici. Bon, vous voyez le mur, le métaplan en train de se constituer. Pour ceux qui auraient bouffé la consigne, hein, vous avez donc la possibilité d'envoyer un représentant, une représentante pour venir compléter avec nos animateurs, animatrices qui organisent le tableau au fur et à mesure. Du coup, même s'il y en a encore quelques-uns qui sont en train de rédiger des post-it, ce que je vous propose, c'est de commencer un peu le débriefing que vous avez fait un peu par vous-même. C'est-à-dire quand vous êtes venus, vous avez commencé spontanément à organiser les post-it en patates, hein, on appelle comme ça. En fait, comment ? Ça fait vraiment un sac de patates. Si on avait le temps, on aurait fait un beau circept, voilà, et on aurait pu constater qu'en fait, sur un même thème, il y a des tensions. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, en fait, vous pouvez vouloir parler de la même chose, par exemple de l'émancipation, et avoir 2 idées qui sont diamétralement opposées. Si on faisait un axe, on aurait l'émancipation là et tout au bout aussi l'émancipation, mais qui dit quelque chose de contradictoire. Alors c'est ce que, en fait, dans l'éducation populaire, on va appeler travailler le conflit. C'est-à-dire qu'on est tous pour la révolution citoyenne. Voilà. Et en fait, quand on va travailler sur c'est quoi la révolution citoyenne, on ne va pas forcément avoir exactement le même point de vue, selon là où on travaille, selon la classe sociale d'où on est issu, selon notre sexe, etc. Et en fait, ça va créer du conflit. La peur généralisée du conflit, c'est à peu près, grosso modo, notre pain béni. Hein, nous, on fait que ça. Travailler le conflit, aller au bout du conflit et s'apercevoir que ça peut bien se passer. On confond souvent le conflit avec la guerre, avec l'affrontement, avec le même s'engueuler. Nous, on dit qu'on apprend à s'engueuler, en fait. Voilà, alors, donc là, on a on a énormément de post-it qui concernent la question du partage et de la transmission. Donc autour du savoir, en fait, l'idée que le savoir serait quelque chose qui devrait se partager et comment il pourrait se transmettre. Il y a par au-dessus une patate qui concerne plus l'horizontalité. L'idée qu'en fait, et certainement elle est un peu liée aussi à cette histoire-là, c'est que le partage du savoir ne va pas forcément se faire de façon descendante, mais que ça va être quelque chose qui va se faire plutôt à un niveau horizontal. Il y a quelque chose autour de l'inclusion, d'être ensemble, de faire quelque chose autour du groupe et du collectif. Il y a quelque chose autour de la politique. Comment on comprend
comment on s'approprie le monde dans lequel on vit. Voilà, une autre manière de faire de la politique, de faire société. Vous voyez, donc, dans les institutions dans lesquelles on vit, l'éducation populaire n'est pas la norme. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on fait de la politique. Il y a flou, hein, et peut-être que c'est aussi quelque chose qu'on va traiter, justement, parce qu'effectivement, l'éducation populaire, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un grand flou, ça peut être des demandes de subventions pour un truc à la con. Enfin, je veux dire, ça peut être plein de choses, donc pourquoi pas. Je ne vais pas toutes les faire parce que sinon ça va. Il y a la question de la réappropriation du pouvoir et notamment de la question de la prise de conscience. Comment on prend conscience des choses? Qu'est-ce qui se passe en fait? À quel moment, vous savez, souvent les militants disent « Ah, mais tant que les gens n'auront pas lu, n'auront pas vu, n'auront pas compris », voilà. Donc cette posture-là n'est pas celle de l'éducation populaire, et donc la question de la prise de conscience, de la conscientisation, comment ça se fait. Et puis là, on était plutôt, je ne me rappelle plus. Oui, on était aussi sur la prise de conscience. En fait, je n'arrive pas à retrouver la patate où on parlait des classes sociales. Vous vous souvenez ou pas? Parce qu'il me semblait qu'il y avait une patate ou une sous-patate où on parlait de c'était quand même fait pour le prolétariat. Ça, c'était une astuce du général de Gaulle, vous savez, dans les conférences de presse. Il dit « Ah oui, la question que vous m'avez posée tout à l'heure, en fait, elle n'a jamais été posée, mais Tiphaine avait envie de parler des classes sociales, donc… On connaît. C'est vivre en milieu populaire, voilà. Donc il y a quelque chose aussi lié à la classe majoritaire, à la classe des travailleurs. Voilà. Et donc peut-être juste pour on va commencer du coup à partir de ça à vous faire part de ce que nous, on a glané à travers la thèse d'Alexia Morvan, différentes lectures qu'on a pu avoir là, à travers nos expériences aussi. Et puis, si à des moments, vous avez envie de demander quelque chose, de préciser quelque chose qui n'est pas clair, vous le faites. Ou si vous considérez que parmi les discussions que vous avez eues et les post-it que vous avez posés, ce n'est pas traité, vous pouvez aussi faire un signe et on voit comment on fait pour répondre à ça. Mais donc c'est en fait en germe là vous avez posé toutes les bases de ce qu'on traite nous quand on fait ce qu'on appelle faire de l'éducation populaire et de ce qu'on a appris de la longue histoire de l'éducation populaire politique. Donc là, ce qu'on se propose de faire, c'est, en l'absence d'Alexia, de vous apporter une réponse collective avec donc un certain nombre d'œuvriers, comme on pourrait dire, de l'éducation populaire. Et ouais, comme l'a dit Tiphaine, on voudrait quand même que ça ne soit pas un truc que magistral, qu'il y ait de l'interaction. C'est toujours compliqué le coup de la conférence théorique et puis ensuite derrière on fait passer le micro dans le public parce qu'en fait il faut déjà avoir le courage d'aller jusqu'au micro, de s'en emparer, de parler devant tout le monde. Bon voilà. Donc on va avoir une modalité un peu, comme souvent dans le pôle, un peu avec un pas de côté, pour vous donner une réponse collective à l'ensemble des choses qui sont soulevées ici. En fait, ce qu'on va faire, on a adopté les codes du théâtre d'improvisation parce qu'en réalité, on va improviser une conférence sur la base des problèmes qui sont soulevés par ce plan de post-it. Et donc là, l'ensemble de l'équipe, on va faire, alors en impro, on parle de caucus, C-A-U-C-U-S, on va faire caucus, c'est-à-dire qu'on va prendre là comme ça quelques secondes pour se mettre d'accord sur qui prend en charge quoi. Et on va s'approcher à tour de rôle, là, comme ça, au milieu. On va faire des binômes. Des binômes et des interviews pour que ce soit plus dynamique, pour qu'il y en ait un qui puisse relancer la discussion, etc. Alors, vous offusquez pas de la forme, c'est parce que, sincèrement, en vrai, on a travaillé, hein, on a préparé des choses. On ne va pas passer pour des rigolos non plus et des rigolotes, mais on avait vraiment à cœur de ne pas arriver avec un discours préformaté, mais qu'il soit bien quand même le fruit de la rencontre, voilà, avec cette mise en jeu hein, de la réflexion. Donc on aura un premier temps caucus, puis impro d'un certain nombre de réponses, de construction de petits topos, toujours selon les codes de l'improvisation. Le binôme d'improvisateur, de conférencier, de je ne sais plus quoi à force, qui sera là, à n'importe quel moment, peut demander du renfort. Donc vous verrez, on a un petit signe, il appelle du renfort et quelqu'un d'autre vient le remplacer, ou la remplacer. À l'inverse,
Si quelqu'un qui serait un petit peu trop bavard, suivez mon propre regard sur moi-même et sur d'autres éventuellement, occupait trop la place, on a aussi consigne entre nous de venir remplacer d'autorité quelqu'un. Normalement, il n'y aura pas de bagarre. Vous verrez, donc c'est un peu dynamique. Et comme l'a dit Tiffaine, après, il y aura le temps pour l'intervention. Là, on vous proposera un temps de parole boxée, c'est-à-dire un temps assez rythmé où il va falloir venir, là, moi je tiendrai le micro par exemple, et vous pouvez venir balancer, hop, une interpellation, ce que vous voulez, une contradiction, videz votre sac, une interrogation, vraiment ce que vous voulez. On va prendre comme ça tout plein d'interpellations en parole boxée, vous allez voir, c'est assez dynamique, j'ai un chrono, je siffle toutes les 30 secondes, bon voilà. Et une fois qu'on aura pris les paroles boxées, il y aura de nouveau une réponse qui tiendra compte des interpellations par l'équipe. Bon, c'est un truc un peu sportif, voilà, c'était histoire vous savez, hein, quand il y a un problème, la solution est dans le problème, le collectif est la solution, et c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre aujourd'hui. Finalement, c'est une belle occasion d'essayer un truc. C'est parti. Alors, l'équipe, c'est parti, vous faites caucus. Vous allez voir, c'est très drôle. Alors, je crois qu'il va falloir un peu d'encouragement, vous savez, le clapping lent au début. Alors, visiblement, j'ai été désigné. Voilà. Moi, il y a un truc qui m'intéresse, en fait, tout m'intéresse à la base. Mais, pardon, poussez-vous. Ces 3 petits post-it là qui paraissent anodins et tout seuls, déjà, flou, j'adore, moi. Parce que, en fait, moi, dans la pratique de l'éducation populaire, ce qui me plaît par-dessus tout, et qui est ma pratique originelle, c'est le théâtre de l'opprimé. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, si vous connaissez, certains d'entre vous connaissent. C'est un monsieur qui s'appelle Augusto Boal, qui est décédé maintenant, qui était brésilien, et qui a été un homme de théâtre, un dramaturge, un écrivain, et qui est devenu aussi après homme politique, qui a été torturé sous la dictature militaire au Brésil. Il a commencé, en fait, dans les années 60 à peu près, à mettre en place un théâtre de rue, quelque chose, parce qu'il avait une espèce d'intuition de se dire c'est quand même assez bizarre, on est en train de vivre un moment où l'expression du citoyen est muselée, et moi j'ai entre mes mains une arme qui est formidable, c'est que je peux faire passer par le biais de l'art, des pièces de théâtre, je peux faire passer des messages. Et en fait un jour il est tombé sur une spectatrice qui lui a dit je ne vous le fais pas en brésilien, je ne sais pas, je ne suis pas bilingue, je suis désolé, donc je vais vous le faire en français. Il a dit, cette personne a dit, t'es gentil Augusto, mais en fait là, tes personnages, ils n'existent pas vraiment, quoi. Quand est-ce que tu parles vraiment de nous, de nos vies, de ce qu'on vit au quotidien? Et en fait, Augusto Boal, ça lui a fait tilt. Il s'est dit, mais bien sûr, il faut que je fasse construire les scénettes, les petites pièces de théâtre par les gens en partant de leur vie. Et en fait, on va faire un labo. On va faire un petit laboratoire et on va tester des choses pour essayer de se sortir d'une espèce de domination écrasante. Alors en l'occurrence, à l'époque, c'était la domination des militaires, mais finalement, c'est valable partout. Et il y a une consigne, je vous dis floue, parce que c'est avec le post-it, le théâtre de rue, la manif joyeuse, des slogans inventifs, etc., etc., le monde du jeu. Donc voilà, on dit le jeu de théâtre, les comédiens. Augusto Boal, il disait que tout le monde peut faire du théâtre, même les comédiens. Et c'était une manière pour lui de dire, voilà, il n'y a pas de confiscation, ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible, bien au contraire. Et moi, je parle un peu de moi, ça vous va, les copains? Pas trop? Moi, j'ai rencontré le théâtre de l'opprimé quand j'étais éducateur en lycée. Et en fait, c'est une de mes copines qui m'a dit, viens faire une formation avec moi, tu vas voir, tu vas adorer. Moi, à la base, en fait, je suis hyper timide. Vraiment, je suis tétanisé de parler devant le public, etc. C'est une horreur, vraiment une horreur. Et donc, j'aimais bien, mais c'était ma meilleure amie à l'époque. Je lui ai dit, écoute, j'y vais. Et la formatrice dit, quand on arrive, quelles sont vos attentes? Et moi, je lui ai dit, mes attentes, en fait, c'est de partir de cette formation parce que jamais je monterai sur scène. C'est une horreur, je suis trop tétanisé, je veux pas, je peux pas. Elle m'a dit, écoute, reste un jour, puis tu verras à la fin de la formation, tu me diras ce que tu en penses. Dès l'après-midi, j'étais sur scène, en train de remplacer des copains pour essayer de faire vivre le truc, tellement l'outil est puissant. Et c'est un outil puissant d'éducation populaire parce que c'est accessible à tous et à toutes. Et pour moi, c'est une des forces de l'éducation populaire. C'est que... Qu'est-ce qui se passe? Ah, je parle trop.
Eh ben, je vais finir ma phrase et puis je vais laisser la place. C'est que ça peut être festif, joyeux, créatif, beau, et c'est aussi pour ça que c'est efficace. Merci Benjamin. Je suis content que tu aies parlé de Augusto Boal, qui est un Brésilien, et du théâtre de l'opprimé, parce qu'on a une deuxième figure tutélaire dans notre pratique de l'éducation populaire, qui est Paulo Freire. Et du coup, ça faisait une bonne transition. Ça fait une bonne transition avec justement la question des rapports d'oppression. Finalement, dans la conscience d'un problème politique, très souvent, on trouvera une majorité de gens qui ne sont pas à l'aise avec l'injustice, qui ne sont pas à l'aise avec la violence de la société, etc. Mais le moment où vous conscientisez ça, où vous transformez ça en... C'est pas juste qu'il y a de la pauvreté, c'est pas juste qu'il y a des défavorisés, c'est aussi qu'il y a des riches, c'est aussi qu'il y a des oppresseurs, c'est aussi qu'il y a des gens qui exploitent. Hein, vous voyez ce moment où on le met dans un jeu d'interaction sociale, là en général c'est une étape supplémentaire dans la prise de conscience. Et Freire a beaucoup travaillé là-dessus, puisque lui-même a mis au point, a travaillé dans un champ, vraiment à vos souhaits, parce que là, c'est la clim. Freire, lui, parlait de pédagogie de l'opprimé. Et c'était de se dire qu'éduquer les gens ne pouvait pas se faire in abstracto, ne pouvait pas se faire en dehors des conditions et des rapports sociaux. Et donc, il est bien entendu que installer une fiction où vous êtes tous des élèves, et vous êtes tous sur la même ligne de départ, et vous allez tous vous rapporter de la même façon au savoir, vous allez tous vous rapporter de la même façon à la langue, vous allez tous vous rapporter de la même façon au collectif, et bien en fait c'est faux. Vous ne vous rapportez pas du tout de la même façon au savoir selon que vous appartenez à la grande bourgeoisie, à la petite bourgeoisie intellectuelle, aux classes populaires. Et donc Freire disait ça, il faut le travailler. Il faut mettre des dispositifs en place pour que la pédagogie ne soit pas la reproduction de ces rapports de domination, mais que notamment les opprimés trouvent dans l'enseignement, dans l'école obligatoire, dans les dispositifs pédagogiques quels qu'ils soient, un moyen de s'émanciper et un moyen de se sortir de ça. Juste pour dire que tu mets pas les deux mains sur mes épaules, il y a un problème avec moi? Ah, merci. Juste pour dire que la patate que Tiffaine a signifiée tout à l'heure sur les classes sociales, ici on la retrouve. On va retrouver ça dans l'éducation populaire telle qu'on la pratique, à savoir la déconstruction systématique des rapports sociaux, et notamment des contradictions de classe. L'éducation populaire est intimement liée à la perspective de lutte de classe. Alors moi je vais vous parler de la légitimité et des rapports de domination dans les groupes. Quand j'ai commencé à militer, j'ai eu la chance d'atterrir dans un groupe de militants et de militantes qui pratiquaient l'éducation populaire. Et ça m'a permis de tout de suite sentir que j'avais ma place. Je pouvais prendre la parole en réunion, on faisait attention à s'écouter les uns les autres. Chaque parole avait de la valeur. Et tout de suite, je me suis sentie écoutée, que ma parole avait de la valeur. Et ça m'a permis dans mon militantisme, j'avais cette rage, cette colère qui m'a poussée à faire le pas d'aller militer. Et c'est grâce à l'éducation populaire que j'ai continué à militer. Parfois, dans le militantisme, on a des grands bavards, on a des gens qui vont savoir, et quand on arrive dans un groupe, on n'a pas forcément lu autant de livres, on ne sait pas forcément autant de noms, d'écrivains, d'écrivaines. Et en fait, par le biais de l'éducation populaire, chaque parole, chaque expérience, chaque vécu a cette valeur-là. On va rendre la parole à tout le monde. Et moi, même en ayant lu moins de livres que d'autres, j'ai senti que j'avais ma place. J'ai senti que j'apportais quelque chose au collectif grâce à ces pratiques. J'ai senti que j'étais une pièce du puzzle, que tous ensemble on faisait un énorme puzzle. Un puzzle, on ne sait pas combien de pièces il va avoir, mais tous ensemble, chacun, on a un morceau des connaissances. Mais j'ai envie de te poser une question, Agathe. Tu dis que tu n'avais pas forcément lu autant de livres que tout le monde. Enfin, déjà, j'y crois pas trop, parce que je te connais un peu, tu bouffes des bouquins. Et
Et en fait, je me dis, c'est pas écrit sur ta tête que t'as pas lu de bouquin. Enfin, je comprends pas d'où vient le problème. En fait, concrètement, tu dis c'est l'éducation populaire qui m'a permis. Est-ce que c'est juste parce que tu as croisé les bonnes personnes qui t'ont écouté, ou est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une méthodologie, quelque chose à faire dans les pratiques au quotidien qui font que tu t'es senti à l'aise? Alors, je pense que les pratiques m'ont vraiment aidé à... Je ne sais pas où tu veux que j'en vienne. Oui, oui, oui. Non, les pratiques m'ont aidé à... Les outils de l'éducation populaire et la philosophie, enfin la ligne politique de l'éducation populaire m'ont aidé à prendre ma légitimité. La légitimité que moi je ne ressentais pas. Je suis arrivée dans un groupe de militants qui militaient, ou de militants et militantes qui militaient depuis longtemps. Je n'avais pas la sensation d'être légitime. Et grâce à tous ces outils-là, j'ai pu avoir une légitimité très rapidement dans le groupe. Ok, donc tu penses que la légitimité venait pas des bouquins, mais du temps que tu avais passé à militer. Et comme tu n'avais pas milité depuis longtemps, tu n'avais pas assez d'expérience, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, alors c'est pas ça. C'est c'est pas ça forcément. Ma légitimité venait du fait que je suis une personne avec une expérience, que j'ai subi les dominations, que je les vois, que je les ai vues tout autour de moi, et que en les retirant du collectif, j'ai pu m'émanciper en tant que citoyenne et vraiment prendre la parole. Et notamment sur la légitimité, moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur. J'ai, l'année qui vient de s'écouler, préparé une conférence gesticulée. C'est un outil d'éducation populaire où on va mélanger du savoir chaud, c'est-à-dire de l'expérience, avec du savoir froid. C'est du savoir théorique. Et on part vraiment de son vécu pour aller en chercher des savoirs qu'on peut voir au secours, qu'on peut du coup généraliser à plus de personnes. Oui, merci Agathe. Oui, alors moi je voulais... En fait, ça tombe super bien que tu aies appelé au secours parce que en fait, moi j'ai à peu près la même expérience qu'Agathe, on va dire. Enfin non, j'ai pas la même vie qu'Agathe. Je suis arrivée dans le militantisme beaucoup plus jeune et justement, il y a un moment donné où en fait j'ai appelé au secours aussi les scopes d'éducation populaire. Alors peut-être vous avez entendu parler de la scope Le Pavé qui a dû se créer en 2003-2004, je crois, et en fait qui a réinsufflé qui a redonné complètement vie au champ de l'éducation populaire politique qui était bien en berne depuis des décennies. Et en fait, effectivement, Franck Lepage a inventé, de la Scope Le Pavé, a inventé cette forme de la conférence gesticulée. Mais en fait, moi, ce qui m'a fascinée, c'est que du coup, c'est là que j'ai rencontré Alexia Morvan, c'est là que j'ai rencontré tous ces gens qui ont commencé à m'expliquer la longue histoire de l'éducation populaire politique. Moi, ça a commencé à un moment donné. Donc moi, à l'époque, j'étais militante au Parti de gauche et j'ai dit, je n'arrive pas à faire de l'éducation populaire au Parti de gauche et je ne comprends pas parce que ça devrait être complètement le lieu parfait pour en faire. Et on a fait ce qu'on appelle un entraînement mental. L'entraînement mental, c'est un outil, une méthode d'éducation populaire qui a été créée par Geoffre Dumasdier de l'école des cadres pendant la guerre dans le maquis, et qui est une méthode de réflexion. En fait, il disait le corps, pour réussir à sauter des haies, il est obligé de s'entraîner, et l'esprit, pour réussir à résoudre des problèmes, il est aussi obligé de s'entraîner. Donc c'est une méthode très rigoureuse de réflexion collective, et le but c'était de savoir si on fait sauter un pont ou pas, quoi. Vous voyez, enfin, dans le maquis, quoi. Donc c'était quand même... Et donc ils ont éprouvé cette méthode. Geoffre Dumasdier après est devenu sociologue des loisirs. Il a beaucoup travaillé sur la question des loisirs, des vacances. Et en fait, donc j'ai pratiqué cette histoire d'entraînement mental. Et à la fin, la conclusion de je n'arrive pas à faire de l'éducation populaire au Parti de gauche, c'était en fait je suis une femme. Je suis une femme et à chaque fois que j'amène une idée en disant « ouais, on pourrait faire ça, mais je m'excuse, je suis désolée, ça va pas être très intéressant ce que je vais dire. » Voilà, en fait, en gros, je me présentais systématiquement comme ça. Parce qu'en fait, quand on est une femme, on n'est pas éduqué pour prendre la parole plus qu'un homme.
En tout cas, certainement pas à son égal. Et on a toujours l'impression que plus ou moins on va dire une connerie. Et en fait, donc là, ça a été une de mes premières prises de conscience de la domination, de l'emprise individuelle et du coup aussi de l'emprise que ça pouvait avoir dans le champ politique. Et donc, dites-vous bien, si vous êtes un jour dans une réunion en rond et on dit tout le monde a droit à la parole de la même manière, eh ben non. Voilà, les femmes n'ont pas le droit à la parole de la même manière, pas parce qu'elles n'y ont pas droit formellement, mais parce que dans la réalité, si vous êtes une femme, vous vous sentez moins légitime à prendre la parole. Si vous ne pratiquez pas bien le français, vous êtes moins légitime, etc. Et toutes ces dominations-là, les outils de l'éducation populaire, la manière dont on fait les réunions, pourquoi on fait beaucoup de jeux, pourquoi c'est ludique, pourquoi on met des règles hyper strictes, on interdit à des gens de parler plus de 2 minutes. Mais il y en a plein qui nous disent, mais donc c'est antidémocratique. Fasciste. Vous nous interdisez de parler autant qu'on veut. Eh oui, parce que tu es un homme. Voilà. Et des fois, il y a des réunions, ça se passe comme ça. Parce que sinon, ça veut dire que en fait, l'éducation populaire, elle ne servira à rien. Notre but, c'est d'enlever du pouvoir à ceux qui en ont déjà pour le redistribuer à ceux qui n'en ont pas. Et donc, on essaye de voir tout le monde avec cette grille d'analyse-là. Je voudrais juste finir cette petite intervention en disant qu'en fait, à travers tout ça, moi, j'ai découvert... Je vous disais l'entraînement mental avec Geoffrey Dumazier dans le maquis. Il y a eu tout le mouvement, il y a eu plein de mouvements qui étaient très liés à la culture, les ciné-clubs au début du XXe siècle. Les bourses, il y a eu beaucoup de l'éducation populaire politique, elle est liée par exemple au monde ouvrier, dans les bourses du travail et à l'anarcho-syndicalisme. L'alphabétisation, tous ces trucs-là, ça se faisait dans les bourses du travail. Voilà. Donc quand on dit par exemple à la France Insoumise qu'on pourrait créer des lieux où on pourrait débattre, faire la fête, chanter, danser, prendre des cours de français, avoir des cours de droit du travail, etc. Vous voyez, ça c'est des lieux comme ça qui seraient complètement intimement liés à ce que faisaient les bourses du travail fut un temps dans le mouvement ouvrier. Les outils d'auto-formation. Oui, on disait lire des livres, c'est pas facile. Il y a des techniques pour lire des livres en fait. Par exemple, l'arpentage. On se partage un livre, chacun en lit un petit bout, et en fait ensuite chacun va raconter aux autres les morceaux de lecture qu'il a fait. Et tout ça, c'est la longue histoire et qui en France prend ses racines dans la Révolution française. Au moment où Condorcet publie un rapport sur l'instruction publique et dit en fait la démocratie ça tombe pas du ciel. Et la République, ça s'invente. C'est une question d'imaginaire politique. Et comment on va faire pour former les citoyens, pour qu'ils puissent savoir quoi voter, savoir quoi décider maintenant qu'ils sont citoyens? Comment on va faire? Alors vous voyez, c'est des petites questions comme ça, qui datent de la Révolution française, et que peut-être nous qui voulons faire la 6e République, on se pose aussi. Donc voilà, on se dit bêtement que ça pouvait peut-être servir à tout le monde. Et alors attends, parce que tu as balancé un gros scud quand même. Tu disais le parti de gauche n'est pas un parti d'éducation populaire. Enfin moi c'est ce que j'ai entendu. Comme on a la co-coordinatrice nationale du Je résiste pas quoi. Qu'est-ce que tu répondrais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu répondrais aujourd'hui? En vrai, ce qui nous préoccupe, c'est la France insoumise, puisque le sujet d'aujourd'hui, c'est aussi comment la France insoumise peut être un mouvement d'éducation populaire. Voilà, tu peux mettre les pieds dans le plat, t'as commencé. Alors moi, je répondrais que, en fait, ça dépend. Ouais. Des fois, ça dépasse. Je sais pas. Par exemple, je vous parlais des lieux comme ça. Il y a un lieu à Montpellier que je trouve absolument formidable qui s'appelle la Carmagnole. C'est des militants insoumis qui ont créé un lieu. Ils l'ont créé sous la forme d'une SIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Donc c'est une forme de coopérative assez récente. Et où donc tous les membres de la coopérative tous les gens qui y adhèrent sont des coopérateurs. Ils louent un lieu avec une radio associative. C'est un lieu où toutes les associations peuvent se retrouver quand elles le veulent, du coup gratuitement, alors que les salles municipales ne sont pas forcément gratuites. C'est un lieu de spectacle, c'est un lieu de débat, c'est un lieu où il y a un écrivain public, où il y a une permanence sur le droit du travail. Et maintenant, il y a un bar, évidemment, sinon ça ne marche pas. Et donc, en fait, maintenant, il y a des gens, le vendredi soir, ils arrivent à la Carmagnole en disant « il y a quoi ce soir ?» Ils n'ont même pas regardé le programme. C'est un lieu où, en fait, il y avait les militants qui faisaient les gilets verts et puis les militants qui faisaient les gilets jaunes, qui n'arrivaient pas à se parler. Et tout d'un coup, ils ont fait des réunions à la Carmagnole tous ensemble et ils ont commencé à se parler. Et donc pour moi, ça c'est un lieu d'éducation populaire. Et je dirais qu'à la France insoumise, en fait,
des lieux comme ça, j'en connais pas plein, mais je sais qu'il y a plein de gens qui font plein de trucs localement et que je sais pas si c'est un mouvement d'éducation populaire, mais je pense qu'il y a beaucoup de militants qui sont dans cette démarche-là. Je vous fais ma petite intervention, même si je sens que... Parce que en fait, je vais remettre les pieds dans le plat et je vais vous donner du grain à moudre. En fait, je voulais réagir sur l'idée de la petite expression qu'on revient souvent, c'est planter la petite graine dans la tête des gens. En fait, j'ai envie de lancer une polémique et d'introduire un petit peu de vocabulaire. Désolé, je ne vais pas vous tourner le dos tout le temps, hein, joli. Voilà. En fait, une autre version de cette phrase-là, c'est en fait, il faut qu'on aille politiser les gens qui ne sont pas politisés. Pour moi, c'est un peu l'équivalent de planter la graine dans la tête des gens. Et en fait, ce que j'ai envie de poser comme désaccord, c'est de me dire, en fait, j'arrive plus à voir le truc comme ça. J'arrive plus à me dire qu'il y a des gens qui ne sont pas politisés. En fait, et j'arrive plus à me dire qu'il faut que j'aille planter une graine chez les gens, parce qu'en fait, je pense que la graine, elle est déjà chez les gens. Et qu'en fait, moi, tout ce que je peux faire de ma position, c'est créer les dispositions pour que, en fait, on arrive à partager les petites graines qu'ont tout le monde. Essayer d'être plus concret par rapport à ça. En fait, pour moi, ça fait plus sens. J'ai trouvé une belle formule dans un bouquin de Miguel Benassayag qui s'appelle « De l'engagement dans une époque obscure », que je vous recommande vivement. Il coûte que 6 € et moi, je me suis marré tout du long. Et en fait, il explique qu'en fait, sur la conscientisation, il s'exprime sur la prise de conscience. En fait, conscientiser ou se politiser, c'est comprendre son rapport au monde et la façon dont on est engagé dans le monde. Et en fait, quand on se dit ça, c'est qu'en fait, être politisé, c'est-à-dire être en relation avec tous les autres, être engagé au monde, tout le monde est engagé au monde. En fait, vous ne pouvez pas être abstrait et sorti du monde. En fait, le seul truc qu'il y a à comprendre individuellement puis collectivement et à partager collectivement, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un rapport entre la manière dont moi je suis engagé au monde et toi tu es engagé au monde? Et en fait, c'est plutôt ça qu'il y a à partager. Ce que propose l'éducation populaire, c'est de partager ses expériences pour pouvoir faire sens, appliquer une grille de lecture. Le processus de conscientisation, c'est de dire, moi, en quoi je suis impliqué dans... je vis des trucs, hein, Tiffaine a raconté, Agathe aussi, je vis des trucs. Et en fait, peut-être que ça fait sens avec d'autres gens. Donc en fait, ce qu'on propose en général, quand on se déplace chez des camarades et qu'on interroge un peu la posture militante, c'est qu'on se dit, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on assume, et je le lance par la polémique, après ce sera à vous, est-ce qu'on assume parfois de dire, on ne vient pas avec un message? Est-ce que des fois on assume de dire, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire, ou qu'on n'a pas une opinion? J'ai une opinion, je discute avec les gens. Est-ce qu'on peut prendre le temps, 2 secondes, de se dire, je vais prendre le temps d'écouter les expériences des gens, et en fait, je vais probablement, dans un souci d'égalité, je vais partager la mienne, et on va essayer ensemble de construire de la compréhension et du concept autour de ces expériences. Et donc, ma mission, c'est plus d'aller politiser les gens, c'est d'aller comprendre, en fait, s'ils sont dans des rapports au monde qui sont différents du mien, s'ils sont égaux, et si on peut construire quelque chose ensemble là-dessus. Donc, en fait... Et voilà, et donc le changement de posture, c'est que moi je présume pas que les gens ne veulent pas discuter. Je me dis que si peut-être j'arrive et ils n'ont pas envie de discuter avec moi, mais c'est pas qu'ils n'ont pas envie de discuter en général. Ils pourraient avoir plein de raisons de ne pas discuter avec moi. Déjà parce que moi, dans la position de dominant, je suis pas mal, enfin, j'ai fait plein d'études, je suis un homme, je suis blanc, j'ai pas fait Sciences Po, j'ai fait sciences tout court. Mais j'arrive à m'exprimer en public, moi je suis prof à l'université, ça ne me pose pas de problème. Et en fait, quand je croise des gens dans la rue, je les aborde, en fait, moi je le vois dans leurs yeux, enfin, mais qu'est-ce qu'il fout là ce mec, quoi? Ou genre je suis pas dans le bon quartier, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Il est pas sapé comme nous, il a pas la même gueule. Et en fait, et en revanche, alors ce qu'on raconte en formation, c'est qu'il y a des outils pour essayer de favoriser les espaces de dialogue, pour essayer de casser toutes ces barrières. C'est pas moi, je vais essayer de me changer, de me travestir, de faire semblant que je suis pas moi, c'est pas la question. C'est de se dire comment est-ce qu'on va créer des espaces favorables, propices à l'échange et au partage d'expériences. Il en existe quelques-uns, on pourra revenir sur les outils, et la formation EducPop tout au long des amphis est faite pour ça aussi. Personne ne m'a arrêté, mais je m'arrête tout seul. Ok, donc suite à l'intervention très juste sur le temps qui reste, on vous propose maintenant ce temps de parole boxé où vous pouvez intervenir. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas facile forcément d'intervenir là, comme ça dans ces conditions. Donc ce qu'on vous propose, c'est, vous avez vu, notre souci c'était d'essayer de mettre une certaine dynamique, on verra à la fin si c'était réussi ou pas, j'en sais rien. La parole boxée, ça va être en fait un temps très rythmé, assez court. Vous pouvez, voilà, 1 minute
par personne. Vous pouvez utiliser toute votre minute, vous pouvez parler que 15 secondes et puis passer la parole, vous pouvez parler lentement, vous pouvez parler vite, vous prenez l'angle que vous voulez. Vous allez dire oui mais j'ai beaucoup de choses à dire potentiellement, c'est vrai. On fait confiance au collectif, c'est-à-dire que quelque chose que j'ai pas eu le temps de dire, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui le dira, et si vous êtes frustré, vous avez le droit de repasser, bien entendu, un peu plus tard. En général, quand on fait une parole boxée, il y a une queue qui se forme, donc là j'invite ceux et celles qui veulent, qui se sentent, etc., de venir former la queue. Moi je fais mettre du temps, et je dis top à chaque minute, de manière à favoriser l'expression la plus large. Après, toujours, ici, au micro, toujours tricher, toujours gagner, donc soyez inventifs pour transgresser avec la règle. Il y a Benjamin qui va noter tout ce que vous dites. Alors, donc je suis femme qui a parlé des problèmes d'être femme et je suis étrangère. Alors, double peine. Je suis venue dans l'idée d'avoir quelques tuyaux et j'en ai reçu aucun. J'ai pas envie de faire de théâtre au marché de Fécamp. Absolument pas. J'ai juste envie de donner d'excellents tracts qui sont tellement bien faits. Et pour moi, c'est l'éducation populaire, ces tracts. Et le programme pour les européennes, le petit programme tout petit, excellent. Il y avait tout dedans. Je voulais que les gens le prennent et qu'ils discutent avec moi. J'ai réussi à faire discuter un petit peu certains, mais le vote a été lamentable. Et maintenant, je veux essayer de convaincre des gens à voter, à ce qu'on obtienne le référendum. Je ne réussis pas. Je parle, je convainc, je donne d'excellents tracts et d'excellents arguments, ça ne réussit pas. Je donne l'excellent livre de François Ruffin, ce petit pays que tu ne connais pas, à des gens qui lisent Le Monde, qui sont profs de fac et tout, ils font « Qu'est-ce qu'on fait ?» Vous avez répondu à aucune de mes questions. Je suis désolée, je ne ferai pas de théâtre. Voilà. Merci beaucoup. Top. Moi, je ne vais pas être gentille du tout parce que je suis vraiment pas contente. Et je vais dire pourquoi. Je ne vais pas développer. Hein. Je vais juste dire ce que j'ai noté pendant vos interventions, ce que j'ai envie de vous dire. L'éducation populaire n'est pas qu'une méthode. L'éducation populaire n'est pas née avec vous. J'ai assisté à une conférence de marketing. Vous avez essayé de nous vendre une méthode, pas un contenu. Et enfin, je dirais que l'éducation populaire n'est pas une fin en soi. Pour moi, c'est juste une conception des relations, de la place de chacun dans la société. Donc, je suis extrêmement déçue. Merci beaucoup, ça me touche. Et non, l'expression du conflit, elle réside ici. Hein. Quand on est en complet désaccord, on l'exprime et c'est comme ça qu'on avance. Donc, c'est parfait, merci beaucoup. Benjamin note et on va avoir une réponse, mais alors cinglante, voire saignante. Voilà, je suis venu pour apprendre ce que c'est que l'éducation populaire. Quoique si j'avais une idée, c'était essentiellement en fonction d'une nécessité. Une nécessité qui est politique, qui est celle que si nous, on ne réussit pas à faire passer nos idées de façon massive à la population, on n'ira pas plus loin de ce qu'on a été là. Hein. Et ça, c'est un problème universel. Je viens du Chili, c'est pareil là-bas. Donc, je voulais apprendre, malgré mes 50 ans de militance, qu'une partie, je l'ai passée avec d'autres méthodes qui m'ont conduit à la prison et d'autres choses au Chili. Et maintenant, je me rends compte qu'il faut passer à une autre activité militante et je pense que tout, on devrait devenir des formateurs populaires en coéducation participative avec la population. Merci. Merci. Merci, bonjour. Alors moi j'ai 2 questions, mais elles feront moins d'1 minute. Alors, est-ce que cet outil peut faire partie d'une méthode d'éducation populaire ? Voilà, ça c'est un calendrier de l'ère nouvelle que nous avons fait. On en a plusieurs, on pourra les faire tourner dans la salle. Et deuxième question, l'éducation populaire face à la violence policière. Merci beaucoup. C'est bon, c'est noté ? Ouais. Ok, on continue le tour de parole. Libre, sans aucun rapport de domination, n'est-ce pas ? Comme l'a expliqué Tiffaine tout à l'heure.
Si éventuellement il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire mais qui voudrait pas le dire au micro, etc., on peut trouver des stratagèmes aussi pour le faire dire par quelqu'un d'autre. Je peux me déplacer. On peut entrer en télépathie. Vous pouvez envoyer des tweets, hein, on fait ça aussi à la France Insoumise. Ah, Hélène Amaury aussi après. En fait, j'ai juste envie de dire que l'important, c'est la question. C'est de ne pas avoir les réponses, mais c'est de permettre aux réponses d'émerger. Ça, c'était la petite chose. Et la deuxième chose, c'était une expérience qu'on avait faite ici à Toulouse il y a, je ne sais plus, 4 ans, 5 ans, enfin, un petit moment, de se promener au Mirail avec, à deux, on était à deux, avec un grand papier sur lequel il y avait écrit une affirmation. Et puis alors, évidemment, les gens nous regardaient un peu bizarrement en disant « c'est quoi ces bonnes femmes qui se promènent avec leur truc sur le... là, qu'est-ce qu'elles veulent ?» Mais du coup, ça suscite l'interrogation, et du coup, ça suscite le rire, et puis du coup, bonjour, et puis du coup, on commence à discuter. Et c'était drôlement riche, les échanges, parce qu'il n'y avait pas de parole à... Enfin, on n'était pas là pour transmettre, on était juste là pour rencontrer. Et c'était vraiment une expérience très riche. Merci. Top. Donc, au début de l'atelier, avec nos petits post-it, on réfléchissait, on causait avec les gens autour de nous là. Et un des désaccords de mon groupe, c'était la question de l'ouverture du coup de l'EducPop au prolétariat. Et en gros, l'argument qui m'était donné contre, c'était de dire que c'était un peu ouvert à tous et tout ça. Bon, sur le principe, je suis assez d'accord. Mais j'ai eu le temps de réfléchir un peu pendant la conférence. Et en fait, finalement, je suis en train de me dire que non, pour moi, l'EducPop, ça doit être un outil pour le prolétariat. Parce que finalement, la bourgeoisie, elle est déjà formée, elle est déjà armée pour dominer, elle est déjà armée d'un point de vue culturel, d'un point de vue politique, d'un point de vue social. Et je pense que finalement, c'est pas qu'ils en auraient moins besoin, parce qu'ils auraient peut-être besoin pour un côté un peu social, pour une ouverture d'esprit qu'ils n'ont peut-être pas forcément. Mais pour moi, la vraie nécessité est vraiment du côté prolétariat, quoi. C'est bon ? Ouais. Merci. 1 minute tout pile, bravo. Merci. Vous êtes deux, vous pouvez vous battre éventuellement. Non mais viens à la queue. Et pas... Bonjour. Moi, je viens du pays d'Augusto Boal et de Paulo Freire, puisque j'habite au Brésil. Et j'ai eu l'occasion de découvrir l'éducation populaire là-bas et de comprendre à quel point, effectivement, ce n'était pas du tout une méthode ou des principes, mais un état d'esprit politique. Et je milite à la France Insoumise, au parti de gauche, depuis de longues années. Mais j'ai moi aussi les critiques sur la façon dont cette éducation populaire elle est mise en œuvre, parce que ce n'est pas juste un volet comme ça, qui fait beau parce qu'on dit que c'est bien, mais c'est une façon d'intégrer les choses. Et je pense qu'effectivement, là, on doit faire une autocritique générale, c'est qu'il y en a qui l'ont intégré, mais il y en a qui ne l'ont pas encore intégré. Et ça ne pourra marcher que si c'est un état d'esprit collectif où on pense et on milite comme ça. Et c'est pour ça, je sais plus qui est-ce qui a dit... c'est vous, ou c'est nous, ou c'est pas vous. C'est-à-dire, à partir du moment où nous, on n'a pas intégré cette réflexion, ce rapport de force pensée, où justement, on est parti, on est ouvert à la participation et on considère qu'il n'y aura aucun message politique qui sera transmis si on n'a pas assimilé cette façon de penser, eh ben, on ne fera pas d'éducation populaire. Voilà. Et donc, justement, je trouve que c'est ça qui est un grand défi. Et comme on arrive déjà à la fin, et je me rends compte que voilà, j'ai mobilisé la parole, je le transmets à mon camarade qui est ici. Voilà. Oui, alors je voudrais parler effectivement d'éducation, mais parler d'éducation, c'est en même temps parler du pouvoir que certains mettent dans l'éducation. C'est-à-dire que actuellement, on a une éducation, prenons par exemple la science de l'économie, qui diffuse la pensée unique. Donc, j'ai envie de dire, on peut revenir sur une éducation populaire. Mais tant qu'il n'y a pas cette reprise en main des savoirs à diffuser, je pense que ça ne pourra pas se faire. Donc ça se fera, enfin ça devrait se faire, parce que quand on dit l'éducation populaire, c'est... Non, moi j'ai dit tout est à réinventer.
c'est-à-dire qu'on devrait pouvoir réapprendre l'autonomie pour les gens, voilà, devenir autonome, développer le sens critique. Et la prise de conscience ne pourra se faire que si on a du sens critique. Alors qu'en fait, ce qu'on nous demande, c'est savoir des choses, mais pas développer notre sens critique, comme a pu le faire la dame qui est intervenue en disant, voilà, ça c'est moi, je ne viens pas ici faire du théâtre. Donc, je dis, l'éducation, tant qu'on ne reprend pas en main, j'ai envie de dire, notre éducation nationale, on n'arrivera peut-être pas forcément à faire passer le message et toute la difficulté qu'on a justement si vous préférez, à convaincre les gens, les écouter, les convaincre et passer le message. Voilà. Merci. On arrive au bout du temps qu'on s'était imparti. Je ne voudrais pas de frustration, donc les deux personnes qui se sont signalées, on prend vos interventions avec plaisir. Bon, depuis le mois de novembre, j'ai partagé le rond-point de l'entrée de la ville de Saint-Giron, en Ariège, avec les Gilets jaunes. Et je trouve que j'ai vu là, ou je vois là maintenant en réfléchissant avec vous, le terreau, le terrain d'une forme d'éducation populaire où les acteurs, ce sont les gens eux-mêmes. Et j'ai trouvé que bon, je ne veux pas dire j'ai beaucoup appris, hein, ce genre de phrase, mais j'ai beaucoup écouté. Et voilà, c'est une expérience sur laquelle on peut réfléchir. Ce qu'ont fait les Gilets jaunes depuis le mois de novembre, au niveau... J'arrête. C'est pour dire que j'étais d'accord. Pardon. Bravo. Oui, bonsoir. Moi, ça sera très court. Je voudrais simplement faire une remarque et demander, enfin, éventuellement qu'on y réfléchisse. C'est pourquoi l'âge moyen de la salle est le double de l'âge moyen des animateurs. Au moins. La question est notée telle quelle. Bon courage. Merci. Est-ce que on va clore ce temps d'intervention à cet endroit-là comme prévu de façon arbitraire par le temps? Est-ce qu'il n'y a pas de gros remords de quelqu'un qui partirait frustré de ne pas avoir pu dire ce qu'il voulait dire? Si, enchanté, monsieur le remords. Oui, c'est pas un remords. Je remercie camarades d'avoir parlé de la Bourse du Travail et pour être militant syndical. L'éducation populaire en milieu, je dirais, dans les entreprises est quelque chose qui est très importante, je trouve, et qui a eu quand même des résultats, si on n'oublie pas 1936, si on n'oublie pas l'après-guerre, la sécurité sociale, et j'en passe, et des belles réalisations qui ont été faites par beaucoup de gens qui n'avaient aucune éducation, je dirais, de base, mais qui, par tout un mouvement, je dirais, syndical, a pu faire des choses extraordinaires qui sont toujours d'ailleurs d'actualité et qu'il faut d'ailleurs continuer à préserver. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Alors, ouais, moi je voudrais vous dire bravo parce qu'en fait vous venez de nous faire une conférence sur l'éducation populaire par les méthodes de l'éducation populaire, donc je trouve ça hyper balèze. Et voilà, on peut vous le dire, on a le droit de vous le dire, merci, voilà. Donc non, mais parce que je pense qu'on était certainement nombreux à se dire on va avoir un bon exposé rassurant, voilà. Hein. Et je trouve que voilà, avoir fait en sorte que la méthode soit ce qu'on doit nous-mêmes apprendre en termes de changement de posture, balèze. Merci pour cette intervention. Pour quand même préciser que c'est pas une fiction, cette méthode, on l'a inventée juste pour essayer de se sortir de la catastrophe, hein, voilà. Et vraiment, ça. Bon. Alors, ce que Julien me disait dans l'oreillette, enfin dans l'oreille directement, c'était que pour gagner du temps et pour terminer dans les temps, on vous propose une réponse là de la même façon en parole boxée. Donc moi, je reste en posture d'animation à dire stop toutes les minutes et on va voir s'ils sont aussi disciplinés que vous. Ça sera le mot de la fin s'il en est un. C'est parti. Top. Ah, caucus, pardon. Allez-y.
parti. Top. Sur le marketing, la conférence de marketing, ça nous touche profondément ce genre de remarques, mais ça tape pile au bon endroit. On a toujours peur parce qu'en fait, les méthodes d'animation collective, oui, elles sont partagées par tout le monde. Les résultats de neurosciences, ils sont valables pour les gens qui font de la pub, comme pour les gens qui cherchent à se coéduquer. Donc parfois, vous allez trouver des gens qui utilisent des post-it pour faire des animations de réunion. La question, c'est celle de l'intention. Et là, on va radicalement se différencier. Pour moi, la définition, si vous en voulez une brute de décoffrage de l'éducation populaire, c'est il y a le conflit, la conscientisation, il y a l'émancipation, que je n'ai pas marqué, et l'objectif de transformation sociale. Nous, on est là pour transformer la société. Okay, et on vise une société d'égalité. Donc c'est l'intention qui diffère. Après, que les méthodes fassent penser, et nous ça nous navre, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui les utilisent. Moi je les vois arriver au boulot, on paye des gens, nous on n'est jamais payé, on paye des gens pour venir faire ces trucs-là dans les boîtes, pour faire du collectif et du team building. Ok, je prends. Moi, je voudrais répondre sur la piste, sur les outils qui nous a été demandé. Comment faire alors, j'ai déjà envie de dire, il n'y a pas d'outil magique. C'est plutôt effectivement un changement de posture, une ligne politique. Donc il n'y a pas d'outil magique. Et pour continuer là-dessus, je vous invite à participer à notre parcours d'EducPop où on fait des ateliers et où là, on va tester des outils, réfléchir sur les outils, alors qu'ici, on était plutôt dans une conférence pour réfléchir un peu sur ce qu'est l'éducation populaire, la réinscrire dans l'histoire, et on n'était pas dans l'objectif de donner des outils. Donc on fait le parcours EducPop, il y a des ateliers demain, il y a les conférences gesticulées. Je peux vous renvoyer aussi vers la Scope Le Pavé qui font beaucoup de choses. Ils ont un site internet bien fourni. Et surtout, la coopérative citoyenne dont on a le catalogue ici, où il y a plein de formations, et le pôle Milité Centract, où aussi on peut avoir plein d'outils à aller chercher. Alors, le calendrier est-il un outil d'éducation populaire? Donc, comme vient de le dire Agathe, il n'y a pas d'outil magique. En fait, rien n'est de l'éducation populaire si ce n'est pas fait dans un processus d'émancipation. Donc, dans un processus d'émancipation, si à un moment donné, on se marre à faire un calendrier, on se le distribue, mais pourquoi pas? Si ça crée du lien entre les gens, si ça permet d'aller voir ses voisins en disant « mort de rire, regarde », etc. Et si ça permet de faire une espèce de boule de neige de citoyens qui vont commencer à réfléchir à la politique, à réfléchir, pourquoi pas un calendrier, enfin, je veux dire, à la limite, n'importe quoi peut devenir un outil, un support d'éducation populaire, dans la mesure où ça permet d'apprendre les uns des autres et à comprendre dans quel monde on vit et comment on peut y répondre. Que fait l'éducation populaire face à la violence policière? C'est comprendre pourquoi il y a de la violence, d'où elle vient, qui elle touche, voilà, et c'est déjà une première chose. Et deuxièmement, il me semble qu'il y a des formations dans les amphis à la désobéissance civile. Donc il y a aussi, face à la violence policière, il y a aussi des propositions qui sont issues des mouvements d'éducation populaire, de comment le peuple peut réagir face à ça. Et donc la désobéissance civile est une des manières de réagir. On voulait réagir aussi sur les Gilets jaunes. C'est clair que pour nous, là, avec notre prisme, on l'a vu comme un formidable mouvement d'éducation populaire, un mouvement historique avec une spontanéité qui ne vous aura pas échappé. Mais pourquoi éducation populaire? Parce que auto-éducation. Parce que tu arrives à un endroit, il faut agir et on peut pas. Enfin, on se trouve vite empêché dans l'action quand on n'a pas les outils d'analyse dont on sent bien qu'on en aurait besoin et qu'il faut maintenant trouver, coélaborer, le faire dans l'urgence. Je pense que là, quand Tiffaine a parlé de Dumas-Dié dans les maquis, c'était exactement ça, quoi. On veut agir, on veut faire tomber le pouvoir, c'était quand même assez vite une revendication. Macron démission, bon, comment on fait? Et là, avec soit le pôle Milité Centract, la FI, soit la coopérative citoyenne qui est notre association, on est allé faire par exemple des ateliers des lois sur les ronds-points. On est allé contribuer, essayer d'aider au vrai débat des Gilets jaunes, qui était le contre-pied au grand débat de je ne sais plus qui, là, de Macron. Et voilà. Et je crois que le nombre de gens qui sont arrivés là avec la 6ème République, ouais, non, je sais pas, hop, tout d'un coup, le RIC, quoi. Ça y est, ils rejoignent nos thèmes, mais par auto-formation, auto-éducation. Et ça, c'est vraiment un truc d'éduc-pop, à mon avis. Je sais pas pourquoi on est beaucoup plus jeune que vous. Moi, je peux vous dire deux éléments. Bon, on pourrait passer rapidement, enfin, je sais pas, sur le fait que la population qui est ici aujourd'hui, en général, pas forcément à la place d'animateur ou spectacle, c'est celle qui peut se libérer le jeudi
Enfin voilà, et pas seulement le samedi, dimanche ou le vendredi après-midi quand on peut poser RTT. Ce qui me renvoie à toutes les discussions sur les heures qu'on choisit pour les réunions et qui est là effectivement aux réunions, parce qu'en fait la question que vous venez de poser, qui est là, en fait on se la pose tout le temps. Qui est là et qui n'est pas là dans les assemblées. La question pourquoi savoir on est plus jeune, moi ça me renvoie à une autre question, c'est en fait comment on décide de qui intervient dans les interventions des amphis. Moi, je me suis posé la réponse. Nous, on a envoyé une contribution de proposition d'atelier. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait dans la salle. Et en fait, on pourrait réfléchir à ça, quoi. À comment est-ce qu'on construit le programme des amphis. Est-ce qu'il est décidé par tout le monde? J'en sais rien. Voilà. Donc, moi, ça soulève cette question-là. Après, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que l'éducation populaire, c'est réservé au prolétariat? Enfin, c'était pas formulé comme ça, mais en fait, plus exactement, l'éducation populaire, ça sert à tous les gens qui sont dominés. La domination massive sous le capitalisme, c'est la domination financière, enfin, économique. Et donc, oui, on va dire que la bourgeoisie, elle est non seulement armée culturellement, mais elle est armée à tout point de vue. Enfin, elle a la force légale, elle a la force économique, elle a tout en fait, les atouts pour dominer. Donc nous, l'éducation populaire, l'idée c'est d'enlever du pouvoir à ceux qui en ont beaucoup pour le redistribuer à ceux qui n'en ont pas. Donc on va dire, en fait, c'est pour tous les dominer. Mais après, je veux dire, si un grand bourgeois décidait de devenir solidaire des ouvriers, et voilà, après tout, on ne choisit pas sa famille, on ne lui cracherait pas à la tronche, il a le droit aussi de... Voilà. Et je voulais juste dire, on a cité Paolo Freire, et on n'a pas cité sa définition de l'éducation populaire, qui est quand même... c'est l'éducation. Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul, les gens s'éduquent mutuellement par l'intermédiaire du monde. Et on se réfère à ça. Et enfin, il y a eu une intervention sur le fait, attention, l'éducation populaire, c'est pas que des méthodes. Ouais, clairement, entièrement d'accord. Et d'ailleurs, dans la France Insoumise, c'est aussi ce qu'on défend. Pour vous dire d'ailleurs qu'on est peut-être un peu parti sur un malentendu quand le mouvement s'est structuré. On a vu a posteriori que potentiellement ce qu'on proposait était considéré comme très bien en termes de pratiques militantes, en termes d'outils. Parfois, j'ai plus, quelqu'un m'a présenté en disant il va nous présenter des trucs innovants. Oh, quelle horreur, enfin, le truc innovant, c'est pas notre culture, quoi. Enfin, bon, pourquoi pas à la rigueur, mais nous, ce qu'on défend, c'est une ligne politique, la ligne de l'implication populaire. Et l'éducation populaire rejoint, à mon avis, l'hypothèse fondamentale de base de la France insoumise, qui est l'irruption du peuple sur la scène de l'histoire. C'est un peu grandiloquent, mais moi je l'assume comme ça, l'ère du peuple, comme disait notre ami Jean-Luc, quoi. Et en fait, nous, ce qu'on a voulu mettre en place dans notre chantier, c'est de dire, attention, ça ne se décrète pas. On ne peut pas juste décréter l'implication du peuple et puis après dire, bon, bah, c'est dommage, ils ne viennent pas dans nos assemblées constituantes, par exemple. Non, c'est une pratique, il faut qu'on s'entraîne. Ça veut dire top? Ok. Je n'osais pas te le dire. Je rassemble deux, en fait. J'avais l'importance à la question, c'est permettre aux réponses d'émerger. Et il y avait l'exemple, je ne sais plus qui l'a dit, mais des brigades mobiles, de défiler dans la rue, voilà, je crois que c'était toi. En fait, clairement, je pense qu'on est vraiment convaincu de ça. C'est-à-dire, toujours pour rejoindre ce que Julien disait, ne pas aller semer des petites graines, mais permettre la libre expression des gens, c'est-à-dire casser les rapports de domination pour permettre aux gens qui ont un message à passer, quel qu'il soit, quelle importance on y accorde, d'émerger. Voilà. Peu importe si après on juge si c'est bien, si c'est pas bien, ça concerne chacun d'entre nous. Et puis, je veux dire, au niveau du mouvement politique, enfin, personnellement, je pense que ça me dépasse. Moi, ce qui m'intéresse dans l'éducation populaire, ce que je trouve puissant, et je pense qu'on est pas mal à le partager, c'est qu'à un moment donné, nous, on arrive pour mettre un pied dans la porte et dire, attends, toi, ce que tu as à dire, c'est hyper important. C'est autant important que moi, ce que j'ai à dire, que toi, que elle, que machin, que truc. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on construit des lieux, des espaces, des outils, peut-être aussi des fois des méthodes. Moi, je trouve que ce n'est pas un gros mot. Mais en tout cas, des espaces pour permettre à tout le monde de prendre la parole sans être écrasé. Ok, merci, on arrive, on espère qu'on n'a pas laissé de réponse en souffrance. Si tel était le cas, bien entendu, le but c'est de continuer à discuter. On a cet espace ADER, là, une espèce de hall dans lequel on fait la plupart de tous les ateliers. On y sera la plupart du temps, donc c'est toujours possible de continuer à discuter. C'est possible aussi à la buvette. Nous, on dit toujours il faut célébrer les victoires. Alors, ça va être compliqué de savoir si c'en est une, parce qu'il faudrait qu'on échange un peu plus là-dessus, puis il y aura des désaccords. Toujours est-il que je crois que, voilà, de notre point de vue, c'en est une, rien que d'avoir réussi à faire cet amphi. Dites-vous bien, ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure.
sur le fait que le pôle Milité Centract a commencé son enfance, on va dire, voilà, dans les animateurs Club Med qui font des super animations et ça fait rire et c'est chouette. Et ça nous permet au moins de se sentir mieux dans le militantisme, ce qui est déjà en soi une victoire. Aujourd'hui, on fait un amphi théorique sur l'histoire de l'éducation populaire. On est un amphi qui est quand même plein, donc ça, pour nous, c'est une victoire. Et je crois que voilà, on est arrivé dans notre adolescence, quoi. On est aussi dans le moment où on devient adulte de ce point de vue-là. Je parle en termes de légitimité, en termes de représentation, en termes de place dans le mouvement. Je vous annonce que nous, on va continuer à faire du lobbying pour que l'éducation populaire soit considérée comme la ligne politique de la France insoumise. Et voilà, on voulait célébrer ça. C'est la première fois qu'on fait un amphi dans les choses. On vous remercie, vous. Et on vous rappelle qu'il y a ce pôle Milité Centract qui ne veut pas caporaliser les Duc Pop, parce que les Duc Pop c'est dans tout le mouvement, mais qui au moins s'en fait un labo, qu'on a une adresse mail que vous pouvez retrouver sur le site, je ne vous saoule pas avec ça. Vous pouvez laisser votre contact, laisser votre adresse mail, c'est un pôle qui est ouvert à tout le monde. Et puis on a ce programme d'atelier, ce parcours, vous le retrouvez dans le programme. On a aussi des conférences gesticulées, elles ne sont pas bien spécifiées, donc allez voir du côté du local Ader, on a refait une affiche avec toutes les conférences gesticulées, il y en a vraiment des tops. Voilà, passez de bons amphis, un grand merci à l'équipe, un grand merci à vous, et puis à la fin,